Bonjour, je suis Aïcha Hamdouchi, une éternelle apprentie de la vie. Mon intention est de partager avec vous mon propre chemin de développement personnel pour vous inspirer, vous éclairer et permettre à chacun de retrouver sa vérité intérieure. Comme vous, j'ai traversé des épreuves, des échecs, des remises en question. J'avais soif de clarté, de repères. Puis j'ai compris que la véritable force naît de l'acceptation de notre vulnérabilité et que toutes les réponses se trouvent déjà en nous. C'est alors que ma quête de sens a commencé. Sur ma route, j'ai rencontré des guides, des voix, des éclats d'humanité, mes éclaireurs. Ils n'ont pas tracé mon chemin à ma place, mais ils ont rallumé une étincelle, éveillé une force intérieure qui m'a permis de poser un pas après l'autre. J'ai découvert que la qualité de nos vies dépend des questions qu'on se pose et des relations qu'on cultive. Chaque rencontre peut devenir une clé, chaque lien un repère, chaque échange une prise de conscience. Et un jour, vient le moment où l'on devient soi-même éclaireur pour quelqu'un d'autre. C'est un cercle, une transmission, une humanité retrouvée. C'est dans cet esprit qu'est né Les Éclaireurs, un podcast profondément humain et authentique où chacun peut se reconnaître et se reconnecter. Dans la philosophie japonaise, il existe la figure du senpai, celui qui a fait quelques pas avant vous et marche à vos côtés pour partager son expérience. C'est avec cette intention que je me tiens ici, ni savante, ni experte, mais compagne de route. Nous avançons ensemble et nous grandissons ensemble. Dans certains épisodes, j'accueillerai des voix inspirantes, des femmes et des hommes qui ont traversé des tempêtes, surmonté des défis, trouvé leur lumière. Ces conversations sont là pour nous éclairer, nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de se reconstruire. Et puis, il y aura aussi des épisodes plus intimes, en solo, des moments où je partagerai avec vous mes réflexions, mes apprentissages, les lectures et les formations qui m'ont guidée sur mon propre chemin de vie. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui cherchent des repères, un souffle d'espoir ou simplement la confirmation que leur chemin est unique et précieux. Mais surtout, j'aimerais que Les Éclaireurs soit un espace vivant et participatif, un lieu où vos retours, vos questions et vos suggestions enrichissent notre voyage. Ensemble, nous avancerons pas à pas, portés par les histoires, les mots et les voix qui éclairent le monde. Bienvenue dans Les Éclaireurs, un espace de lien et de transmission où chaque voix nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous avons tous la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Pour ce tout premier épisode des Éclaireurs, j'ai l'immense joie et beaucoup d'émotion d'accueillir Hafeda Aknol. Hafeda est une stratège du leadership transformationnel, experte en neurosciences, certifiée au MIT Sloan, speaker et créatrice du podcast CEO's Enlightenment. Hafeda accompagne depuis plus de 27 ans des dirigeants et des comités de direction de groupes internationaux dans des transformations profondes où elle relie excellence stratégique et conscience élargie. Elle s'appuie sur une solide expérience en management, en neurosciences appliquées au leadership, avec une approche à la fois humaine et pragmatique. Elle est aussi la créatrice de la méthode PACT, un processus qui aide les dirigeants à travers les transitions, tout en construisant un leadership lucide, ancré et inspirant. Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, Hafeda pour moi, c'est bien plus qu'une experte reconnue. C'est une amie très chère, une présence lumineuse, une des premières personnes qui m'a guidée sur ce chemin de conscience et qui m'a inspirée à croire en ma propre lumière. C'est tout naturellement que j'ai voulu qu'elle soit la première invitée de ce podcast parce qu'elle incarne tout ce que j'ai envie de partager ici. La profondeur, l'authenticité et comme elle dit, cette spiritualité pragmatique qui relie science et quête de sens. Hafeda, bonjour. Merci de m'avoir fait l'honneur d'accepter mon invitation. Je suis très émue de démarrer cette aventure avec toi. Et je voudrais d'abord que tu te présentes aux auditeurs, au-delà de ce beau CV merveilleux que je viens de citer là. Qui es-tu?
Alors merci beaucoup Aïcha, c'est émouvant aussi pour moi de t'accompagner pour ce premier épisode et d'avoir l'honneur bah, de de commencer ce chemin avec toi. C'est magnifique. Je suis franchement, très touchée d'une part et surtout très fière et très heureuse de voir, tout ce que tu as pu accomplir et tout ce que tu prévois de faire à travers, ce chemin, on va dire. Le nom du podcast qui est juste incroyable, là, donc Les Éclaireurs, c'est à la fois, très inspirant et on a hâte de voir toutes ces personnes, que tu vas pouvoir, nous amener à travers les ondes et qu'on écoutera avec passion parce que je suis sûre que dans ton environnement, très large et dans toutes tes expériences, tu vas pu rencontrer que des personnes merveilleuses parce que tu en es une et forcément tu en as beaucoup, à tirer. Alors, donc moi, en fait, c'est un exercice toujours très difficile de se définir ou à travers quoi que ce soit, mais, mais en fait, je vais utiliser, la vraie définition de ce qu'on est. Je suis un ensemble de conscience, un ensemble de conscience qui s'est construit à travers un certain nombre d'expériences et qui aujourd'hui, essaye d'émerger ou en tout cas de faire émerger, quelque chose, une valeur supplémentaire à mon environnement, et aux personnes qui m'entourent, que ça soit mes enfants, que ça soit mon mari, que ça soit ma famille, petite et grande, élargie et puis surtout, toutes les personnes que j'ai l'honneur d'accompagner, au quotidien. Donc voilà, voilà ce que je suis. Je pouvais pas rêver plus belle définition qui tombe à point parce que justement une lumière éclaire tout autour d'elle et à partir du moment où on avance, ben, c'est un cercle vertueux qui, heu, qui est toute notre communauté. Merci pour cette belle introduction. Alors si quand est-ce que tu as démarré justement cette quête de sens? Que tu as eu conscience de ce chemin de conscience? Alors, j'avoue que le chemin de conscience, c'est toujours un chemin en réalité, hein. C'est-à-dire que qu'on le découvre petit à petit et qu'on s'initie, en fait, au fur et à mesure que justement on avance dans la quête de soi. Et j'ai commencé, réellement à me centrer sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. En réalité, c'est venu après la naissance de ma fille, qui a 8 ans maintenant et donc après, justement une expérience, on va dire une carrière bancaire, pure, dans la finance, la gestion d'actifs, tous ces gens, hyper, carrés, hyper structurés et toujours, très attachés à la performance. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui personnellement m'animait plus, que cette quête de performance absolue, à savoir, qu'est-ce qui se cache derrière ces gens-là? J'ai toujours aimé les observer, j'ai toujours aimé regarder les gens avec un œil, l toujours attendri, quelle que soit leur complexité et et tout ça a pris forme, on va dire, à la naissance, de ma fille, hein, sachant que moi j'ai commencé le coaching et l'accompagnement, il y a une quinzaine d'années. Mais voilà, j'étais un peu comme toutes les personnes qui s'intéressent à ce domaine, donc on le découvre, à travers une expérience personnelle, donc on cherche à se faire aider et on découvre ce métier et en fait on se dit: «Oui, mais en fait en réalité moi aussi j'ai des choses et je peux aussi les apporter». Et donc on tombe dedans, je dirais assez facilement parce qu'on a tous ça en réalité. En fait, on a tous quelque chose qu'on peut apporter aux autres. Autrement on serait pas de ce monde. Donc on a tous quelque chose qu'on peut partager. Donc voilà, donc la partie théorique, la partie, les différentes pratiques qui sont de ce beau métier. Mais voilà, ça se ressemble, on va dire, à peu près. Donc c'est comme si quand vous lisez un livre de développement personnel, en fait, vous lisez le premier, vous lisez le deuxième, vous lisez le énième, et le message en général, il est à peu près le même, hein. C'est-à-dire, il est dit de manière différente, les outils ou les techniques sont différentes, mais l'essence est souvent la même. En train de dire qu'il y a une forme de vérité universelle
qui est reprise dans tous les livres de développement personnel et j'ai des personnes avec des mots différents, mais que finalement, ils disent tous la même chose. Donc c'est quelque part rassurant. Déjà, il y a pas de contradiction. Non, c'est clair. C'est la façon, c'est les techniques, on va dire, que chacun utilise qui peuvent changer, mais les 2 axes, on va dire, pour moi principaux qui ressortent de toute cette belle expérience sont, d'abord la connaissance de soi et le plus beau texte du Coran qu'il a défini pour moi et qui a justement été à l'initiative de ce tournant dans ma vie, de quêteuse. On va dire, c'est que la يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم et ça, c'est la base, en fait. C'est-à-dire que vous voulez changer votre environnement, vous voulez changer votre vie, vous voulez réussir mieux, vous voulez faire quoi que ce soit, vous voulez réussir votre vie de couple, vous voulez réussir votre vie au travail, et ben, commencez par vous-même et si ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas et puis il y a un sujet et je sais qu'il est très cher aussi à ton cœur, c'est l'amour et donc l'amour, parce que en fait, c'est la seule émotion, en réalité, qui va permettre d'estomper toutes les autres. L'amour estompe la peur, l'amour estompe l'anxiété, l'amour estompe la tristesse, l'amour estompe la joie, ou l'alimente, plutôt et donc en fait, ce sont 2 axes qui ressortent généralement donc et s'aimer soi-même, aimer son prochain, aimer faire du bien à l'autre, pour accompagner quelqu'un, il faut d'abord ne pas le juger et donc c'est de l'amour et voilà. Donc en fait, tout tourne en gros, de manière assez, voilà, à chaque fois spécifique, mais tout tourne autour de ces deux notions et donc ce texte du Coran qui m'a réellement, été un tournant dans ma vie, en fait est venu, quand j'ai commencé à m'approfondir dans l'accompagnement et donc je suivais des Américains, des docteurs américains, parce que je trouvais qu'ils étaient assez avancés et qu'ils avaient une approche particulière. J'ai toujours été intéressée par les neurosciences, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est énergétique. La physique quantique aussi m'a toujours, intriguée, on va dire et donc un Joe Dispenza, un Bruce Lipton, toutes ces personnes-là, avaient quelque chose d'extraordinaire qui, moi, me nourrissait et donc faire des formations avec eux, c'était quelque chose de vraiment très, waouh! C'est quelque chose qui voilà, qui vraiment éclairait, une voie, différente de justement de ce qui se fait de manière assez, basique et classique dans le développement personnel. Et à chaque fois que je les écoutais, à chaque fois que je méditais avec eux, il y avait toujours un même message qui me revenait, c'est que ces gens-là, ils doivent être musulmans. En fait, c'est pour moi, aujourd'hui, avec le recul, c'est réducteur parce que en réalité, l'islam, le judaïsme, le christianisme et tout ça, sont des formes, de prise de conscience ou plutôt des outils qui permettent la prise de conscience. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc en fait, se dire, ils sont musulmans, en fait, c'était par ignorance entre parenthèses parce que pour moi, je ne j'étais incapable à ce stade de ma vie de faire la différence entre religion et spiritualité. Je ne Pour moi, ce côté spirituel en eux, bah, c'était de l'islam. Vu que ça se rapprochait des préceptes de l'islam, pour moi, c'était de l'islam. Tu t'es Et donc sentie c'est là où ça a commencé. Pardon, excuse-moi. tu t'es sentie connectée à ces gens-là, il y avait des Ah oui, valeurs, il y oui, avait oui. tu unissais, donc forcément, bon, on est conditionné aussi à poser des étiquettes, et tout ça, donc et on est conditionné à cet esprit de tribu, d'appartenance, donc quand on reconnaît quelque chose chez l'autre, on veut assembler, en quelque sorte, c'est le tawhid. La rapprocher de nous, de se dire: «Ah ouais, ouais, ça me ressemble, c'est comme moi». En fait et donc en fait ce questionnement qui devenait limite une obsession, m'a poussée à relire le Coran de manière différente. Parce que je me disais si dans cette culture de ces gens-là, qui sont d'horizons assez différents, hein, le développement personnel est si important, c'est impossible que dans les textes religieux, il y ait pas un volet hyper important de ça. C'est qu'il y a quelque chose que moi j'ai raté, forcément.
Et donc j'ai commencé à creuser, à regarder, à lire de manière, différente en fait, à lire en conscience. J'aime beaucoup ce mot-là parce que pour moi il englobe beaucoup de choses. À prendre le temps de m'arrêter à chaque message à travers les mots. Et ben c'était hyper rapide parce que justement, "La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim" fait partie des 3 premières pages du Coran, donc c'est pas il y a pas besoin d'aller Mais très loin. là, iqra quand même, iqra. Oui, Donc bien sûr, la religion nous encourage à la connaissance, donc on nous encourage au savoir, il y a pas plus extraordinaire. c'est et là je ça a été ma surprise quelque part parce que je me suis dit: «J'ai lu le Coran pendant toute ma vie et j'ai jamais, fait le lien, en fait, entre les messages de ce texte religieux et l'impact que ça doit avoir, en fait, dans notre vie» et je me suis promise à partir de ce moment-là, de trouver le lien, de ne plus faire les choses juste parce que c'est à la mode, parce que c'est bien, parce que j'aime aider les autres, parce que je veux apporter de la valeur, non, mais il fallait que d'abord, j'applique réellement cette guidance qui nous est transmise, à laquelle je crois personnellement et bien entendu, je respecte toutes les personnes qui n'y croient pas, mais heu et l'appliquer réellement, c'est-à-dire la comprendre, mais de sa source, pas Ensuite, des pas poser des tu t'es pardon? po tu t'es posé en conscience les vraies questions. Voilà, j'ai commencé à me poser les vraies questions, voilà. Mais ça, on y arrive tous, hein, à partir d'un certain âge, je pense que, beaucoup se reconnaîtront, on commence tous à se poser des vraies questions. Et voilà, et donc c'est parti de là et j'ai commencé à me former, à vraiment à essayer de faire réellement ce lien entre ce qu'on est venu faire ici et le monde moderne dans lequel on vit. Le monde économique dans lequel on vit, et en fait, petit à petit, tout devenait, très, très clair. En Comme si tu avais des voiles, de exactement, fausse lecture, sur ton visage et que tu voyais plus clair tout simplement, quelque chose qui a toujours été là. et à partir de là, j'ai commencé à percevoir, heu, les gens différemment. C'est-à-dire les managers, je les voyais différemment, les clients, je les voyais différemment, les top, managers, je les voyais différemment et en fait, ce que j'ai pu observer était assez incroyable, c'est que ces gens-là, dans leur positionnement, dans leur carrière, ils ne sont jamais là par hasard et ça, c'était aussi quelque chose d'assez incroyable parce que très souvent, quand on est dans des postes de direction ou quand on gère des équipes et qu'on a des responsabilités assez importantes, on est très souvent critiqué, hein. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup accompagné, des dirigeants et on se sent quand même assez isolé, assez seul, parce que, bah, on n'est pas compris tout à fait. Les décisions ne sont pas toujours simples à prendre, ne sont pas toujours faciles à mettre en application parce que ça concerne souvent les autres, faire un plan de licenciement, faire une réorganisation, faire une transformation. Tous ces sujets-là, sont très pesants, au niveau d'un dirigeant, au niveau d'un comité de direction et ce qui est assez intéressant, c'est l'impact de ces décisions-là sur ces gens et la façon dont ils le vivent et ça on le voit pas. En fait, quand on le vit pas avec eux, quand on n'est pas à l'intérieur, on le perçoit pas du tout. Et souvent, une fois que la décision est prise ou une fois que l'orientation est donnée, ben, on se dit: «Ah, c'est purement financier, bien sûr les intérêts, de l'entreprise, passent devant les intérêts de l'humain» et ce genre de choses. Et ça, c'est très facile et c'est logique, à la rigueur, quand on est de l'autre côté. Est-ce que tu dirais qu'un leader éclairé, il voit l'invisible avant qu'il ne devienne visible? Et c'est ça qui fait que les gens, des fois, ont du mal à comprendre certaines décisions parce qu'ils n'ont pas suffisamment de recul sur le bien commun, parce que finalement, on est assez égoïste, donc on voit son propre intérêt, alors qu'un leader, il est censé voir l'intérêt collectif. Ce que j'ai pu constater, honnêtement et bien sûr c'est à prouver, à éprouver, sur encore d'autres expériences, hem, c'est que
ce que tu appelles, à mon avis, un leader éclairé, c'est une personne, c'est quelqu'un qui est déjà en position justement de management ou en tout cas de responsabilité vis-à-vis d'autrui, hein, même si le terme leader, on peut l'utiliser aussi pour une maman à la maison, elle est très leader, je pense qu'on est là-dessus, on est parfaitement alignés. Tout à fait, ouais. Mais voilà, on parle du monde Du corporate, moins, on parle du monde corporate et donc un leader éclairé, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce qui l'animait. Mais moi, ce que j'essayais de dire, c'est que déjà en position de responsabilité vis-à-vis d'autrui est une mission spirituelle. Ce n'est pas juste un parcours. Ce n'est pas juste une success story en travers des acquis, une formation, un parcours d'expérience. C'est donc pas ça. ta maman, ces personnes-là, on leur a confié une mission, comme on parle de mission de vie, et on leur a donné la responsabilité des autres parce que quelque part, ils sont dignes de cette responsabilité? C'est ce que tu es en train de dire? Ils l'ont mérité. C'est pas qu'ils sont dignes de cette responsabilité, ils l'ont mérité. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à la prendre, d'accord? C'est comme, et là c'est pareil, c'est très coranique, on va dire. Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il a voulu, confier la responsabilité ultime de le représenter, il a demandé, à la montagne, elle a dit: «No way». Il a demandé aux anges, et ils ont dit: «Non, on peut pas, c'est trop compliqué». Il a demandé aux astres, c'est: «Non, on peut pas», et il a demandé à l'être humain, et l'être humain, il a dit: «Yes, je prends». Et donc cette mission qu'on a aujourd'hui, qui est d'être là sur terre, elle a été, confiée quelque part. Mais elle a été confiée parce que nous, se sentait prêts à l'assumer. On se sentait prêts à la remplir. Et c'est exactement ce qui se passe pour la responsabilité d'autrui. La personne qui devient CEO, la personne qui devient membre d'un comité de direction, la personne, heu, est prête. Des paramètres visibles que nous on peut identifier et dire, parce que très souvent on se dit: «Oh non, bah lui, alors là, il a rien d'un manager, je ne comprends même pas ce qu'il fait là». Et en fait, nous, on sait pas. C'est ça la c'est ça le côté humilité dont chacun doit vraiment, sur lequel chacun doit se concentrer, parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Exactement. Ce n'est Et pas un ce on est n'est pas tellement dans notre rôle qu'on ne voit pas le big picture, tout ce qui est global. exactement. Et pour moi, ça change tout, en fait. Ça change la façon dont, quand on est, employé qui arrive dans une entreprise, la perception du cheminement hiérarchique, elle est différente. Parce que quand on sait que la personne, quand on est persuadé, quand on a compris que la personne qui est en haut de la pyramide est là parce que d'abord elle était prête, et de 2 parce qu'elle l'a mérité, bah, on lui fait confiance. On n'est pas là tout le temps à challenger ses décisions. On se dit: «Cette personne-là, si elle prend des décisions, elle est dans la bonne position pour les prendre». C'est pas parce que c'est papa qui l'a mis là, c'est pas parce que c'est la société, qui est, corrompue. Ça n'a rien à voir. On peut être ce qu'on veut. Et On n'est finalement, jamais quelque part par hasard. une autre Voilà. vérité universelle aussi, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que l'autre, ce n'est qu'un miroir. Donc s'il y a quelque chose qui te titille chez l'autre, c'est forcément une grande partie qui t'appartient, donc de creuser sur son environnement intérieur au lieu de donner toujours le pouvoir à l'environnement extérieur. Peut-être de reprendre ce pouvoir et de sortir du rôle de la victime. Surtout dans le monde aussi corporate, on a tendance à pas être d'accord avec les hiérarchies, pas être d'accord avec ça. Mais quelle est toi ta responsabilité? Sur quoi tu as toi le pouvoir? Sur toi-même. Donc finalement, ça rejoint un petit peu tout ça. Alors, après 27 ans, auprès donc des groupes, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la manière dont les vrais leaders agissent? Alors, les leaders qui sont, on va dire, conscients de cette mission et qui l'incarnent et qui l'utilisent pour passer de leur, ce que j'appelle moi, passer de leur premier sommet à leur deuxième sommet.
justement, en général, ils sont, animés par cet apport de valeur. Et c'est vraiment ce qui les intéresse en premier lieu. Et d'ailleurs quand on leur pose la question, à travers, les discussions, ils sont tous hyper attachés à l'impact qu'ils ont. Que ça soit l'impact, relationnel, comportemental, que ça soit l'impact sur la société à travers justement les réalisations de leur entreprise. Et ça, c'est du leadership. Ça, c'est du leadership conscient. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je suis en mission pour autrui. Qui est cet C'est autrui? vraiment pas le sens du leadership classique qu'on connaît, ni le leadership de pouvoir, encore moins le leadership, d'ego. C'est vraiment quand on sent qu'il y a une mission qui nous dépasse et quand on est là pour l'intérêt général. C'est ça pour toi la définition d'un vrai leader? C'est sûr, mais je tiens vraiment à nuancer ça parce que c'est vrai que dans le quotidien, l'incarner en permanence, c'est très compliqué. C'est pour ça que, on va dire: «Oui, en fait, le leadership de pouvoir», mais en fait non, ces personnes-là, à la base, c'est ça leur animation. Après comment ça s'exécute, comment ça s'exerce, comment on agit face aux circonstances, comment on agit face à la pression, comment on se comporte face à des situations dans lesquelles il faut prendre une décision rapidement et de manière urgente. C'est 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 pas simple, hein. C'est pour ça que c'est un travail du quotidien. C'est pas juste j'atteins un niveau, je me sens leader, d'opinion, leader de pouvoir ou ce qu'on veut, et ça y est, tout va bien. Non, Arrête, non, oui. ça s'arrête jamais en fait, Le chemin, c'est comme le chemin du développement personnel, ça s'arrête jamais. ça s'arrête jamais. Exactement, ça ne s'arrête Non, jamais. toutes ces beaux enseignements, tout ce que tu as cheminé dans la vie, alors ça t'a amené, entre autres, à créer, ta méthode PACT, qui repose sur 4 piliers: la puissance, l'alignement, la connexion et la transition. Comment ces dimensions peuvent-elles s'appliquer à la vie de tout un chacun? Pour revenir un peu sur, tous nos auditeurs qui sont leaders d'eux-mêmes, mais pas forcément leaders de grandes boîtes. Franchement, ça s'applique à tout un chacun justement au à la base, ma motivation et en tout cas ma vision première, c'était, vraiment de trouver une méthode qui intègre tout ce que j'ai pu apprendre modestement, donc que ça soit sur les neurosciences, que ça soit sur la kinésiologie, que ça soit sur le développement profond et la spiritualité et d'essayer de mettre tout ça ensemble pour créer quelque chose, heu, de structuré et qui puissent rentrer dans un cadre corporate, plus facilement. Et donc Pacte est venu de manière, presque, assez naturelle, mais maintenant que je l'applique, je me rends de plus en plus compte qu'en fait, que ça s'applique à tout le monde, que ça peut s'appliquer même à un enfant à l'école. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que en toute modestie, je pensais l'avoir créé, mais en réalité, bah, en fait, je suis, juste, une courroie de transmission de quelque chose qui va certainement être plus grand que moi. Parce qu'en fait, la notion de puissance, elle est fondatrice. C'est un socle, en fait. Même dans notre vie de tous les jours, on le voit. On a beau être, bah, maître de chez soi ou de son travail ou ce qu'on veut, il y a toujours une personne qu'on sait être la seule capable de résoudre tel problème. Et pour moi, ça, c'est ça la puissance. Et chacun de nous, il l'a. C'est un genre Il l'a de d'expertise. manière il l'a de manière unique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas quelque chose que qui que ce soit peut venir nous prendre. Une position hiérarchique, on peut la perdre. Un statut, on peut le perdre. Dans des circonstances, tout ça. Ça peut Et des changer. biens matériaux, on peut les perdre. Mais notre puissance, ce que nous, on est seuls capables de donner, il y a personne qui peut venir nous le prendre. Et pour moi, ça c'est vraiment un élément hyper important, c'est de que chacun puisse en prendre conscience, mais très tôt. Parce que ça se travaille. Donc plutôt que d'être perdu: «Ah, je veux atteindre des soft skills, ah oui, il me manque ci, il me manque ça». C'est parfait, c'est bien de se rajouter des choses. Mais en fait, il faut que ça vienne renforcer cette puissance naturelle qu'on a en nous.
parce que c'est avec ça qu'on peut faire la différence. Donc cette puissance-là, une fois qu'on l'a, identifiée, donc c'est quelque chose qui doit s'alimenter tout le temps. Et en fait, il faut s'aligner avec. Comment? En prenant conscience de son utilité et de son existence au quotidien, dans chaque geste que nous faisons. On a pris l'habitude, ça c'est général, de croire à l'effort et de ne, donner de la valeur à la chose que si elle nous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, 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 Et c'est ça, c'est complètement bon. On travaille dur, tout vient de je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit un effort intérieur. Il ne faut pas s'imposer des choses qu'on n'a pas. Apprendre une langue, c'est très bien, ça demande de l'effort. Apprendre une nouvelle technique, c'est très bien, ça demande de l'effort. D'accord? Mais changer d'orientation, quand on est, artiste, devenir, physicien, c'est pas un effort. à renier notre identité et quoi qu'on fasse comme effort, comme diplôme, comme expérience, devenir quelqu'un qu'on n'est foncièrement pas, ça peut pas marcher. Ça peut marcher dans les faits, mais à quel prix? Oui, Le prix, il est très cher. C'est-à-dire que, moi je fais partie des gens qui croient, que l'être humain, il est illimité. On n'a pas de limite de ce qu'on peut faire. On peut tout faire. On peut tout être, du moment que quelqu'un d'autre le fait, je peux le faire. Je peux apprendre, et me forcer à devenir la personne qui est capable de réussir dans ce domaine ou dans cette activité-là. Mais à quel prix? C'est ça le vrai sujet. C'est le prix à payer et on n'est pas supposé payer aussi cher pour ressembler à quelqu'un. Mais faire un effort pour améliorer ce qu'on est, ça, c'est un bon prix à payer. Et c'est ça que très souvent les gens, ils confondent. Quand on a des parents qui forcent leurs enfants à moi, je l'ai vécu avec des amis, quand on était jeunes, il y avait des parents qui imposaient à leurs enfants de faire des maths, de faire une orientation scientifique. C'était obligatoire. Alors que ces personnes-là, elles ne voulaient pas de ça, elles ne comprenaient même pas l'intérêt. Et ça, c'est très important chez les enfants parce que les enfants, ils savent. oui, les enfants Tant savent mieux. parce que justement, on passe toute notre vie à se déconditionner pour se reconnecter à notre enfant intérieur et comprendre qui on est vraiment. Et malheureusement, beaucoup de parents cherchent à se réaliser à travers leurs enfants. S'il veut que ses enfants fassent les maths, peut-être que lui, il est en échec par rapport aux maths ou c'est quelque chose qu'il n'a pas avalé, donc on reproduit au lieu juste d'accepter nos enfants qui sont une incarnation de la perfection divine et qui passent par nous, mais qui sont pas à nous et de leur les confiance, à l'image d'un leader qui fait confiance à son équipe, de tracer leur propre chemin avec les échecs que ça suppose et avec les réussites que ça suppose. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Eux, c'est qu'est-ce qui est facile pour eux. Eux, ils savent ce qu'ils aiment, et eux, ils savent là où ils peuvent réussir. Et vouloir absolument les orienter vers autre chose par ego, par, satisfaction personnelle, comme tu as dit, par, un besoin d'identification et c'est les conditionner, dans l'échec, en réalité. Et leur donner ce sentiment, de devoir faire beaucoup d'efforts pour être quelqu'un. Ouais, et Alors ça qu'on me est rapp déjà quelqu'un. oui, et ça me rappelle une citation que je retrouve pas exactement, mais c'est dit en quelque sorte: «Je préfère échouer dans ma propre vie avec ma propre identité au lieu de réussir dans la vie, dans la peau de quelqu'un d'autre». C'est Ça malheureusement, on est, 90 de des humains sont dans cette mouvance et c'est ça qui fait que l'alignement par rapport à ce qu'on est vraiment, est très, très important. Donc ça, c'est le A de pacte. Donc une fois qu'on est puissant, aligné et ben, vient, l'animation de tout ça. Comment on anime tout ça et comment on le rend, réel pour que ça puisse s'exécuter, pour que ça puisse réaliser, pour que ça puisse créer et ça, c'est ce que j'appelle la connexion et donc la connexion, elle a 3 volets. Une connexion à soi,
ce mouvement qui nous ramène à chaque fois à ce qu'on est, pour ne pas l'oublier et pour que je continue à faire tout le reste, à travers cette conscience. La connexion aux autres, parce que j'ai au service des autres, on est là pour aider les autres, on est là pour apporter de la valeur aux autres et donc on va pas donner à un arbre plus d'eau qu'il ne lui faut. On va pas donner à quelqu'un, plus d'informations qu'il n'en a demandé. Donc tout ça, ça demande de se connecter à l'autre pour comprendre, qu'est-ce que je viens faire dans sa vie. On a tous des rôles à jouer les uns pour les autres. Bien sûr, de toute façon, on rencontre pas les gens par hasard. Voilà, on vient compléter une partie de leur puzzle et il faut pas dépasser, l'espace qui nous est assigné. C'est le troisième axe de connexion qui pour moi est le plus important, c'est celui de la connexion à l'univers. La connexion à Dieu, la connexion à la puissance supérieure, on l'appelle comme on veut en fonction de ses croyances, mais pour moi, cette connexion-là est la clé de tout. Pourquoi? Parce que, de l'enfance à 35-40 ans, on va dire, on fonctionne avec, comme, j'aime beaucoup donner l'exemple du téléphone, on fonctionne avec la charge initiale. C'est-à-dire on va acheter un téléphone, le téléphone il est, sa batterie elle est à 100, c'est super, en plus ça capte bien, ça tient, des fois ça peut durer même 3 jours, il se décharge pas. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe quand on est. On est avec cette charge et cette charge-là, on la consomme petit à petit. Sauf que cette charge-là, elle commence vraiment à baisser de manière effective, à partir de la puberté, l'adolescence, ce genre de choses, quand on commence à être maître quelque part de ses actions. On commence à prendre la responsabilité de ses actes. J'ai pas envie d'étudier, j'ai envie de faire, cette filière, bref. Et donc, chaque décision, chaque étape de notre vie est, payée à travers un petit bout de cette énergie-là. C'est un capital de base qu'on a et qu'on consomme au fur et à mesure de nos choix. Et puis si on fait le bon choix, on peut continuer à alimenter. Si on fait le mauvais choix, on entame ce capital. Comment ça marche? En fait, je je c'est une théorie, hein, donc qui est mienne, mais bon, que j'assume parfaitement. En fait, c'est une charge qui, de toutes les manières, va baisser. Alors, est-ce qu'elle va baisser jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va continuer d'être à 25 ou être à 3? Justement, ça dépend des choix qu'on fait et ça dépend du chemin. Notre chemin d'expansion, il est obligatoire. On n'a pas d'autre choix que de le suivre. Entre parenthèses, le choix, il est intermédiaire. C'est-à-dire le chemin, il est à notre portée. C'est nous qui C'est là où définissons tu as le le chemin. libre arbitre, ouais. Voilà, c'est le libre arbitre. Et donc, au fait, si moi je décide de faire un chemin qui se fait en 3 jours, en 2 mois, bah forcément, je vais consommer beaucoup plus d'énergie que si j'avais pris le raccourci, hein. Donc c'est une évidence. Et donc c'est ça qui fait qu'il y en a qui consomment plus ou moins, par rapport à un point d'arrivée qui, moi, je le situe à peu près à 35-40 ans. Une fois qu'on a atteint les 35-40 ans, et c'est souvent l'âge où on commence à se poser des questions: «Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que je fais là? Comment je fais?» Des choses C'est là très qu'on parle de intéressant. crise d'existence. C'est là qu'on parle de quoi, pardon? Crise existentielle, c'est le terme à la Exactement, mode. voilà, la crise de la quarantaine, on leur donne tous les noms qu'on veut. Mais en réalité, c'est parce qu'au fait, on atteint un niveau d'énergie qui, devient très, très bas et que si on se connecte pas à la source, hein, c'est-à-dire que si on branche pas le téléphone à la source, il va jamais réatteindre les 100. On va être tout le temps en train de l'alimenter petit peu par rapport à des choses bien qu'on fait, par rapport à du sport, par rapport à une alimentation, mais on va toujours osciller entre les 5 et 10, qui est un niveau d'énergie très, très bas. Et en fait, Mmh. beaucoup C'est de un gens niveau à 40 stagnent par rapport à une réalisation. Donc ils ont réalisé quelque chose, ils ont atteint un certain niveau dans leur vie à travers tout ce qu'ils ont pu apprendre, mais ils se sentent
bloqué. Et là, il commence à chercher, à se dire: «Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je bloque là? Il y a un truc qui va pas». Et donc soit ils se rendent compte que justement, cette connexion avec l'univers est nécessaire et ils commencent à l'établir et ça leur donne cette clairvoyance, cette vision. Ils commencent à entamer l'atteinte du deuxième sommet, soit ils font du surplace, ils commencent à tomber malades, ils commencent à avoir des problèmes dans leur couple, hein, ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie. Mais tout ça, c'est pas de la punition entre parenthèses, mais c'est parce qu'au fait, ils font de la résistance. Et donc, en fait, Quand on quand on voit fait de des la symptômes, résistance, oui. Donc, c'est en ouais, train de te dire, quand on voit des symptômes apparaître, que ce soit des symptômes physiques, les quel qu'ils maladies, soient. les symptômes circonstanciels, c'est qu'on est en résistance par rapport à une certaine évolution. On doit passer au palier supérieur. Exactement. Et ça, c'est chez tout le monde. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est tout le monde à son niveau, à travers son chemin. Et donc cette connexion, avec l'univers, elle devient vitale. Parce que c'est ça qui va nous donner la lumière pour continuer le chemin et pour devenir réellement au service d'eux. C'est parce que c'est à partir de cette maturité, on va dire, qu'on commence à prendre conscience de qu'est-ce qu'on est là pour apporter. De notre mission de vie. Ce pilier-là, pour moi, il est hyper, hyper important. Donc une fois qu'on a pris conscience de tout ça, donc on est de notre puissance, de l'alignement pour la maintenir, de la connexion pour recharger la batterie et tout ça, et ben, en fait, on rentre dans cette phase de transition. Parce que là, j'ai bien choisi le mot transition. Au départ, je voulais parler de transformation parce que j'ai vécu des transformations toute ma vie, j'ai j'ai géré des programmes de transformation, pendant des années et ce que je peux dire par rapport à la transformation, c'est que tout le temps et là vraiment, j'ai pas vu d'exception, dans mon parcours, ça se fait dans la douleur. Parce qu'en fait, on vient, on établit, un programme, qui en général est écrit par des stratèges qui sont à peu près ignorants de la partie opérationnelle et on demande à des gens de passer d'un point A à un point B. Sur une période et là les dégâts commencent. Donc je passe les détails. Ce qui permet un petit peu de pallier à et d'ailleurs en général c'est très coûteux, hein, dans les entreprises et le résultat très souvent, jamais j'ai rarement, sincèrement, j'ai rarement vu une entreprise, gagner en termes d'économie, le coût qu'elle a payé pour le programme de transformation. Je crois que j'en ai jamais vu. Ça a toujours été Ça a toujours quelque chose qui me faisait rire, doucement, mais je me disais: «Mais attends, on paye autant d'argent pour gagner ça et» Peut-être un autre moyen. Alors, et c'est quoi la différence justement entre alors, justement, alors que la transition, c'est cette amélioration permanente. C'est-à-dire qu'à chaque instant donné, on remet en question ou on améliore le process et on accepte que ce process-là, bah, ce qu'on a pu appeler agilité dans les entreprises ou des choses comme ça, c'est l'idée, elle est là, hein. Je l'ai pas inventée, mais c'est juste la façon dont on la pratique. C'est-à-dire que même l'agilité, on va se dire: «Allez, ce programme-là, on va le faire en mode agile et le reste, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse en mode atone, on bouge pas». Alors que, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit que doit porter chacun, chaque membre, même la personne qui est à l'accueil de l'entreprise doit avoir ça comme obsession. Aujourd'hui, j'ai accueilli les gens de cette manière, demain, je vais améliorer ma façon de les accueillir. Parce que c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me fait challenger et c'est ça qui me donne envie de revenir. que finalement, et c'est là Oui, qu'il y a pas de résistance. mais bien sûr, Finalement, le changement, la transformation vient de nous. Et donc, quand on initie quelque chose nous-mêmes, on va pas résister. Par contre, quand on subit quelque chose, c'est là qu'on résiste. exactement. Et ça facilite la vie à tout le monde. Je ne dis pas que le succès, il est garanti, mais le succès, il est meilleur
que dans les programmes de transformation. Attirer, plus de personnes que ce qu'on arrive à attirer avec un programme de transformation. Alors pour en revenir à la transformation de soi, parce qu'au final tout en vient à soi, et pour reprendre un peu l'ADN des éclaireurs qui c'est un podcast qui a pour objectif vraiment, de la conversation jaillit la lumière et chacun va tirer les propres enseignements, chacun va comprendre des choses à son échelle. Avec quoi tu veux que l'auditeur reparte pour qu'il puisse initier, heu, cette transition? C'est un peu les étapes dont on a parlé, mais pour moi tout ça, il a un seul couvercle qui le chapeaute et qui lui donne réellement du sens et qui lui permet de se réaliser. On a beau appliquer des méthodes, on a beau, définir les meilleures stratégies qui soient, si on ne fait pas les choses avec conscience, ça ne fonctionne pas. Et je ne parle pas de la conscience, le terme à la mode, respirer en pleine conscience, vivre, le moment présent. Tout ça, c'est très bien, c'est des théories, c'est magnifique. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais je pense qu'ils sont pas très nombreux. C'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est être capable de se poser une simple question, 2-3 fois par jour, normalement 5 fois par jour, c'est l'idéal, de: «Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que ce que je fais m'apporte?» Ça paraît très égoïste, mais c'est exactement la façon dont on peut y arriver. Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir? Parce que quand vous faites les choses juste pour cocher des cases, vous perdez la moitié de votre énergie pour rien. Quand vous faites les choses parce que ça vous fait du bien, ça peut être n'importe quoi, hein. Quand vous donnez un intérêt à la chose par rapport à ce que il vous anime au quotidien, toute votre vie, elle se transforme. Répondre au téléphone, il faut que ça soit un acte conscient. Je réponds au téléphone parce que j'ai envie, pas parce que j'ai pas le choix. Le temps de votre voix, il change, le message que vous transmettez, il change, l'énergie que la personne en face de vous reçoit, elle change. Et ça, c'est des choses que j'ai testées sur moi, hein. C'est-à-dire que je me je ne f je ne donne pas de conseils, je ne dis pas aux gens de faire des choses quand je les ai pas testées moi-même et que ça a réellement changé la donne pour moi. Et ça aussi, c'est très, très important. Alors de se poser cette question sur le sens et si tu devais, conseiller, nos Mmh. auditeurs un rituel pour qu'ils démarrent justement ce ce chemin. Donc se poser la question: «Est-ce que c'est ce que je fais a du sens pour moi?» plusieurs fois par jour dans des actes peut-être qui semblent anodins du quotidien parce qu'on est constamment en pilotage automatique, donc on prend pas le temps de s'arrêter pour voir même ce qui nous rend heureux de ce qui nous rend malheureux. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des petits tips, des petits outils qui peuvent nous aider à débloquer tout ce qu'on a finalement à l'intérieur de nous? Parce que toutes les réponses sont en nous. Alors, j'avoue que ce que je vais conseiller aux gens est quelque chose que j'ai testé et en fait, depuis quelques années. Et sincèrement, quand j'ai découvert, ça a été réellement un vrai game changer là, pour le coup et c'est extraordinaire. C'est de ne jamais s'endormir sans avoir pardonné et ça, beaucoup de gens, en fait, beaucoup de personnes que j'accompagne me disent: «Mais c'est difficile. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner». Oui! Première fois quand on y pense, en se disant: «Ah, je pardonne à telle personne» ou «Je pardonne à toutes les personnes», en réalité. Je me pose même pas la question, je ne veux même pas à la rigueur, même ce que je sais pas, je le pardonne. La première fois quand vous pardonnez à quelque chose qui vous a fait vraiment mal, c'est pas évident. Ça peut ne pas fonctionner. Mais quand vous le refaites tous les jours, alors croyez-moi, vous vous apaisez rien que par la répétition. Pourquoi? Parce que c'est un système. En réalité. Quand votre cerveau, vous lui envoyez un premier message qu'il n'a pas l'habitude de recevoir, il est un peu choqué et il résiste et il dit: «Attends, non, non, c'est pas possible. Mais tu te rends compte, tout ce que la personne t'a fait? Tu souffert pendant des heures et des jours et t'as pleuré et je sais pas quoi».
et c'est à cause de lui que tu as quitté ton job et On OK, va justifier, bien sûr, il va forcément parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est sauver ta vie. Il faut pas que tu meures, hein, parce que tout ça, on est dans des trucs très binaires et très simples. le reptilien qui veut nous Voilà, protéger des dinosaures. exactement, on se protège. Le lendemain, quand vous allez lui reparler de la même chose, il va: «Tiens, ah ça je connais, j'ai déjà entendu ça hier. OK, d'accord, je vais un peu plus écouter. Oui, mais en fait, je vais quand même continuer d'argumenter. Ouais, mais elle t'a fait oui, OK, je pardonne. Mais au fond, il y a toujours ce débat, interne, qui nous caractérise entre le bien et le mal. Non, la personne elle est mauvaise, pourquoi elle a fait ça? Elle aurait pas dû. L'ego, tout se mêle Jugement, et en le jugement. mais en fait, plus vous allez apprendre à votre cerveau, conscient, inconscient, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, à accepter petit à petit un nouveau paradigme, il l'intègre. Donc la répétition crée l'ancrage et dans les circuits neuronaux, il y a besoin au moins de 21 voire 30, ce Tout que à disent fait. les Il a besoin de scientifiques en répéter. neurosciences pour créer un nouveau circuit. Tout à Donc, fait. donnez-vous la chance de changer les choses juste par le pouvoir de la répétition. Exactement. Mais le pardon, c'est hyper important parce que c'est un vrai rituel qui permet réellement de nettoyer son énergie de manière très saine et de s'ouvrir à ce qui est possible. Magnifique. Bah, merci pour ce Voilà. très beau message et on arrive à la fin de ce podcast. Le temps avec toi passe très vite, mais c'est normal dans les campus, donc le temps n'existe pas. Alors si tu pouvais revenir au début de ton parcours, de ce cheminement, quels conseils aurais-tu aimé qu'on te donne? Alors quel conseil? C'est une bonne question. J'y ai jamais réfléchi, en fait, comme ça. Quel conseil? Bah, écoute, bah, d'être moi-même, de ne chercher à ressembler à personne, de mieux me connaître pour tomber amoureuse de ce que je suis, plutôt que de tomber amoureuse d'une image extérieure et de vouloir lui ressembler. Ça, je pense que ça, c'est super à répéter à nos enfants. Oh, d'ailleurs, ils l'ont des fois naturellement, hein, les enfants, ils sont toujours en train de se dire: «Ah maman, comment tu me trouves? Maman, qu'est-ce que tu j'ai bien fait?» et au fait, leur donner cet, amour d'eux-mêmes à travers, nos réactions, je pense que ça donne une force hyper importante. Merci, c'est un magnifique conseil, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et enfin, le mot de la fin, si tu avais, quelque chose que tu veux partager avec nos auditeurs pour qu'ils partent avec cet espoir de retrouver leur propre lumière et d'être peut-être leurs propres éclaireurs, qu'est-ce que ce serait? Alors la première le les conseils que je peux donner et qui vraiment, pareil m'a beaucoup aidé, c'est de se concentrer sur le chemin. C'est d'être beaucoup plus attentif, à tous les pas qu'on fait, qui soient vraiment dans l'amélioration de ce que nous sommes. Si vous arrivez à vous améliorer, de 1 chaque jour, ben, à la fin de l'année, vous êtes une personne différente, totalement différente. Alors imaginez si vous faites Donc la ça, si vous en faites ça voilà, votre chemin. S'améliorer même avec des toutes petites choses et ça on ne peut le faire de manière concrète que si on essaye une nouvelle façon de faire. C'est très, très intéressant parce que, au fait, très souvent les gens ils entendent ça, hein, je veux dire quand vous lisez un livre de développement personnel, la plupart des livres ils vont vous dire, «Améliorez-vous au quotidien», machin, mais ils vous disent pas comment, réellement, comment? Parce que le niveau d'amélioration, il est subjectif. Moi, je peux considérer que, je sais pas, je fais 100 sauts à la corde, aujourd'hui, si je fais 115, c'est magnifique. Au bout d'une semaine, je vais arriver à 300 ou à 400. Si je fais 100 aujourd'hui, au bureau et que demain je fais 200 au jardin. En fait, je vais avoir encore plus envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai encore plus donné l'envie à mon cerveau de me suivre. Je lui ai fait rentrer cet élément joie, plaisir
et surtout, je l'ai sorti de sa routine. Parce que faire les choses de manière routinière, carrée, juste pour les faire, oui, je m'améliore. Allez, allez, hop, je m'améliore, allez. Non, non, non. Si c'est pas si ça nous apporte pas vraiment du bonheur, bref, des choses qui nous font, voir la vie autrement. Alors, là, pour le coup, c'est le chemin du bonheur, on va dire. Parce que ça on a envie. On a envie tous les jours de tester, de Être constamment les expérimentateurs de notre propre voilà, vie voilà et de se et de dire: s'ouvrir et de «J'essaie, ça se peut me plaire», oui. Mmh. s'ouvrir aux possibles parce que Merci. les possibilités sont illimitées, justement. Et vouloir, rentrer que dans des cases à chaque fois, parce que des fois on a l'impression de changer, mais en réalité on s'en sort d'une case à une autre, et ben ça c'est dommage. Ce sera le mot de la fin. Ouvrez-vous au champ des possibles. Alors, merci infiniment, Hafeda, pour cette conversation très inspirante. Comme je disais, le temps passe très, très vite avec toi. Alors, où Merci à est-ce que toi. nos auditeurs peuvent te retrouver, te suivre, te contacter? J'ai une page LinkedIn, qui explique un petit peu ce que je fais. Il y a le podcast, CEO Enlightenment, qui est sur, les différentes plateformes, donc Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et puis, ils peuvent aussi m'appeler, m'envoyer un mail, et avec grand plaisir. Gratitude à toi, Hafeda, pour cette très belle conversation, pour tout ce que tu nous as donné. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Les Éclaireurs. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des Éclaireurs. J'espère que cette conversation a rallumé en vous une étincelle d'espoir, de paix ou simplement l'envie d'avancer un peu plus en conscience. Si cet épisode vous a inspiré, prolongez le cercle transmission. Abonnez-vous, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et une note sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vos retours, vos questions, vos suggestions nourrissent cette aventure collective. On se retrouve chaque samedi pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre sur le chemin de notre voyage intérieur. En attendant, avancez à votre rythme avec gratitude, confiance et amour. Et souvenez-vous, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et nous avons chacun la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.